Salut tout le monde. Ce soir, nous allons nous glisser dans les bottes, enfin, les guêtres râpées, d'un fantassin médiéval. Vous savez, ce genre de gars qui se réveillait sur de la paille mouillée, sans café, sans chaussettes sèches et avec une épée qui pesait autant qu'un petit poney. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si ça vous dit, indiquez en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quelle heure les gens abandonnent tout espoir de sommeil. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux dans une brume humide. Le froid s'infiltre dans vos os comme un petit voleur poli mais déterminé. Votre première pensée, ce matin, ce n'est pas la stratégie militaire ou le sens de l'honneur, non. C'est que vos chaussettes, ce qui en reste, sont détrempées et que quelqu'un a volé votre morceau de couverture pendant la nuit. L'odeur dans l'air est difficile à décrire. Un mélange de sueur séchée, de cuir moisi et d'un vague relent de choux trop cuits, probablement d'hier ou d'avant-hier. Un chien passe devant vous, portant triomphalement ce qui semble être la moitié d'un pied humain. Personne ne réagit. C'est lundi. Le camp s'étire sur une prairie boueuse. Des tentes faites de toiles grossières, des manteaux suspendus à des piquets, quelques soldats qui ronflent encore dans une position qui défie les lois de l'anatomie. Vous tentez de vous lever, mais votre hanche décide de prendre son temps. L'herbe collée à votre visage vous gratte un peu. La guerre, cette grande épopée héroïque, commence toujours ainsi, par un mal de dos. Il faut dire que vous n'avez pas choisi cette vie. Peu de gens le faisaient. On vous a enrôlé à la taverne entre deux pintes, ou bien un seigneur local vous a invité à défendre ses terres contre un autre seigneur avec une définition très flexible de la propriété. Votre équipement? Un casque bosselé, une tunique piquée au mythe et une lance qui menace de se fendre en deux au moindre coup de vent. Il paraît que vous êtes un homme de guerre, mais ce matin, vous êtes surtout un homme de « j'aimerais bien me recoucher ». Les cris commencent bientôt. Un sergent, l'un de ces types dont la voix vous poursuit même en rêve, hurle des ordres en latin approximatif, mélange de menaces et de formules religieuses. Vous ne comprenez pas tout, mais vous captez l'essentiel. Il est temps de bouger. Le soleil se lève à peine, mais le camp s'anime déjà comme une fourmilière de mauvaise humeur. L'un de vos camarades, un vieux du nom de Géoffroy, marmonne que c'était mieux lors de la dernière guerre. Personne ne le croit. D'ailleurs, les historiens se disputent encore pour savoir si cette fameuse guerre précédente a jamais existé, ou si Géoffroy l'a inventée pour se donner un air de vétéran. Vous avez dormi avec votre épée en guise d'oreiller, ce qui explique votre nuque bloquée. Le manche est encore froid et vous avez un peu de foin coincé dans la bouche. Un classique. Vous vous levez, maladroit, et enfilez votre gambison, cette sorte de manteau matelassé qui sent la chèvre trempée. Vous essayez d'ignorer l'humidité dans vos bottes, mais c'est un peu comme ignorer qu'on vous tape sur l'épaule avec une truite. Votre voisin de tente, un type du nom d'Arnaud, qui parle peu mais rôde beaucoup, vous tend un seau d'eau brune. « Pour te rincer la gueule », dit-il avec générosité. Vous vous en versez un peu sur le visage. L'eau est glaciale, mais elle vous réveille mieux qu'une gifle du pape. Un autre homme, plus jeune, court pieds nus, hurlant qu'il a vu un présage dans les nuages. Il est probablement en manque de sommeil ou trop friand de champignons. Vous hésitez à le croire. Les présages sont partout ces jours-ci. Une corneille qui vole à l'envers, un rat qui éternue ou un cheval qui vous regarde d'un air suspicieux. Un fait peu connu. Les camps médiévaux avaient rarement une vraie discipline militaire. L'ordre était un concept flou, surtout pour les fantassins. C'était chacun pour soi, sauf quand on criait ensemble ou qu'on se battait pour un morceau de viande. La fraternité d'armes existait, mais elle dépendait fortement de qui avait le couteau le plus propre. À cet instant, vous entendez un raclement de gorge suivi d'un crachat.
puis un autre, et encore un. Une chorale matinale de glaire, comme un concert baroque particulièrement disgracieux. Vous tentez d'attacher votre ceinture, mais elle est pleine de boue. Vous optez pour un nœud hasardeux. De toute façon, elle tiendra à peine jusqu'à midi. Vous inspectez votre pactage. Une flasque presque vide, une miche de pain que vous gardez depuis 3 jours et un morceau de cuir que vous avez oublié de rendre à l'armurier. Vous envisagez de le vendre. Peut-être qu'un cheval y trouverait un intérêt. Un garçon de cuisine passe avec un seau contenant ce qui pourrait être de la bouillie ou bien un genre de ciment comestible. Vous n'osez pas demander. Vous acceptez une écuelle et vous mâchonnez le contenu sans trop chercher à l'identifier. Un de vos camarades plaisante à propos de la soupe. Il affirme que c'est le même bouillon depuis le début de la guerre, qu'on recharge chaque jour comme une fontaine sacrée. Vous riez, mais seulement parce que sinon vous pleureriez. Soudain, un corps retentit. C'est l'heure de l'appel. Vous vous redressez tant bien que mal, rejoignant la file d'hommes en file indienne, tous aussi mal réveillés que vous. Le sergent passe, vous inspecte, vous humilie au passage d'un commentaire sur votre barbe inégale, puis continue son inspection. Et voilà, une journée de plus commence. Vous êtes un pion sur un vaste échiquier, tenu par des rois qui ne savent pas que vous existez. Vous avez le ventre vide, la tête embrumée, et la forte impression que votre destin dépend d'un cheval boiteux et d'une carte dessinée par un moine ivre. Mais vous tenez debout. Pour l'instant, le petit matin sans la fumée froide, le vieux cuir et l'humiliation. Après avoir survécu à la symphonie matinale des cris et des raclements de gorge, vous vous retrouvez assis en tailleur sur une pierre mouillée, contemplant ce qui vous sert de petit déjeuner. Un morceau de pain sec, dur comme de la politique de succession, et un fragment de fromage dont l'odeur aurait pu réveiller un dragon endormi. Vous cognez le pain contre la pierre. Rien ne se passe. Vous le cognez une deuxième fois. La pierre cède un peu. C'est encourageant. Finalement, vous décidez de le ronger par petits morceaux en prenant soin de ne pas perdre de dents. Vous n'en avez pas tant à perdre. À côté de vous, Arnaud, le roi autoproclamé des anecdotes douteuses, vous raconte que, pendant la guerre de son grand-oncle, les soldats faisaient bouillir leurs bottes pour la soupe. Vous hochez la tête. Est-ce vrai? Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était une vraie stratégie de survie ou une blague de taverne mal comprise. Quoi qu'il en soit, vous regardez vos bottes avec un peu plus de méfiance. Un garçon d'intendance passe avec un seau contenant de l'eau à boire, ce qui est un terme généreux. L'eau est trouble, tiède, et semble contenir une vie bactérienne indépendante. Mais vous buvez, lentement, avec résignation, parce que sinon, c'est la déshydratation, et vous n'avez pas le temps de négocier avec vos reins aujourd'hui. Le camp bruisse de conversations, toutes plus joyeuses les unes que les autres. Mon cousin a perdu une oreille dans une embuscade. J'ai vu un corbeau à 3 pattes. C'est mauvais signe. Ce fromage me regarde. Le moral est ce qu'il est. Vous essayez de vous distraire en affûtant votre dague, mais vous avez perdu votre pierre à aiguiser. Vous utilisez donc le bord de votre bouclier, ce qui fonctionne à peu près aussi bien que déguiser un crayon avec une tranche de pain. C'est au fond une belle métaphore de votre vie actuelle. Un sergent passe à nouveau, s'arrêtant juste assez longtemps pour vous jeter un regard désapprobateur. Il vous demande où est votre portion de viande séchée. Vous lui montrez le reste de pain. Il soupire, lève les yeux au ciel, marmonne quelque chose à propos de discipline alimentaire et repart vers un autre malchanceux. Vous avez eu de la chance cette fois. Un vieil homme que tout le monde appelle le ménestrel, bien qu'il ne sache jouer que de la cuillère, commence à fredonner un air triste sur la colline voisine. C'est probablement un chant de deuil. Ou une ode à la bière. Les deux, peut-être. Vous n'avez jamais su faire la différence. La ration du midi est annoncée en avance, ce qui devrait être une bonne nouvelle. En réalité, c'est parce qu'un cheval est mort dans la nuit et qu'il faut le découper rapidement avant que l'odeur n'attire les bêtes.
Vous décidez de sauter ce repas. Pas par principe, mais parce que vous avez encore un morceau de fromage et vous vous sentez audacieux. Fun fact, dans les armées médiévales, l'alimentation dépendait entièrement des pillages, des donations ecclésiastiques ou de ce qu'on trouvait sur place. Des racines, des grenouilles, parfois un pigeon chanceux. Les cuisiniers improvisaient avec un talent qui confine à la magie noire. Geoffroy affirme qu'une fois, dans un siège, il a survécu 2 semaines en mangeant exclusivement des écorces. Vous ne le croyez pas, mais vous admirez sa conviction. L'arbre en question est d'ailleurs peut-être encore là, avec des cicatrices de mâchoires humaines. Pendant que vous ruminez votre croûte de pain, littéralement et mentalement, un débat éclate près du feu. 2 soldats discutent passionnément pour savoir si l'on digère mieux en portant son haubert ou en l'enlevant. Le ton monte. Un 3e homme intervient. Il affirme que, de toute façon, rien ne se digère sans une prière à Saint-Laurent. On l'écoute, parce qu'il a une dent en or et ça lui donne une certaine autorité. À cet instant précis, vous mordez dans une partie particulièrement coriace de votre fromage. C'est un échec retentissant. Vous recrachez un petit éclat gris qui n'était probablement pas alimentaire. Vous vous interrogez. Est-ce un caillou? Une pièce d'équipement oubliée? Une dent? Mystère. Plus loin, un groupe de jeunes recrues essaie de faire cuire quelque chose à l'aide de leur épée chauffée au feu. Vous retenez un rire fatigué. À ce rythme, ils vont finir par cuire leur propre gambison. Ou mettre le feu au camp. Vous vous allongez sur le dos, dans un carré d'herbe qui n'est pas totalement détrempé. Le ciel est gris, sans grand enthousiasme. Une corneille passe au-dessus de vous. Elle vous regarde. Vous la regardez. Pendant un instant, vous avez l'impression d'avoir perdu une bataille d'intelligence. Alors que vous vous endormez presque, une voix grave vous réveille. C'est un moine itinérant, venu bénir la soupe, selon ses propres mots. Il marmonne une prière, balance un peu d'encens, puis repart sans demander son reste. Il est suivi de près par un chien borgne. Vous finissez par vous relever, non pas parce que vous avez envie de bouger, mais parce que vos jambes commencent à fourmiller. Vous massez vos mollets. Arnaud vous demande si vous avez encore un peu de pain. Vous hésitez, puis lui donnez un bout. Il vous sourit comme si vous lui aviez sauvé la vie. Peut-être que c'est le cas. Un autre soldat, que personne n'aime trop parce qu'il parle tout le temps de l'honneur et du devoir, propose d'organiser une prière collective. Personne ne répond. Il prie quand même, à voix basse. En latin, cassé. Enfin, le repas se termine. Ce qui reste des rations est enterré, par prudence. Et aussi pour éviter que les rats ne deviennent plus gros que les chiens. Vous nettoyez vaguement votre gobelet à l'aide de sable. L'hygiène, dans l'armée, c'est un concept flou et souvent optionnel. Votre estomac est toujours vide, mais il s'est fait à l'idée. Vous aussi. Ce n'est pas le genre de journée où l'on rêve de banquet. C'est le genre de journée où l'on rêve de ne pas mourir de dysenterie avant le coucher du soleil. Et vous n'en êtes qu'à la matinée. Les cris reprennent. Cette fois, c'est officiel. Rassemblement. Vous vous redressez lentement, comme une vieille charnière rouillée, et vous rejoignez la cohue. Autour de vous, des dizaines de soldats tentent tant bien que mal d'enfiler leurs équipements. Les sangles claquent, les boucles grincent, et les jurons fusent dans un mélange de dialectes régionaux, d'anciens français et de ce que vous soupçonnez être des invocations païennes. Vous enfilez votre haubert de maille, pièce maîtresse de votre protection corporelle. Elle est aussi lourde qu'une mauvaise décision et à peine plus confortable qu'un sac de clous. Chaque mouvement vous rappelle que vous n'avez plus la souplesse de vos 20 ans, surtout si vous avez 20 ans depuis hier. Le sergent, ce monument d'enthousiasme permanent, passe devant les rangs en gesticulant. Il vous fixe du regard comme s'il cherchait quelqu'un à punir. Vous baissez la tête. Il continue. Vous respirez. Derrière vous, Arnaud chuchote. Il a encore dormi debout, c'est sûr. Vous gloussez discrètement. Vous serrez votre ceinture de cuir
Glissez votre dague dans sa gaine et prenez votre bouclier, un rectangle de bois fatigué décoré d'un blason à moitié effacé. Peut-être un lion, peut-être un chat constipé. L'héraldique, ce n'est pas une science exacte dans votre escouade. Les ordres tombent, marche vers le nord, inspection du village voisin, et surtout, ne pillez rien avant le signal. Ce qui veut dire pillez vite et discrètement. Mais bon, on fait semblant de ne pas comprendre. La formation se met en place avec l'élégance d'un troupeau de chèvres effrayées. Un cheval hennit, quelqu'un éternue dans son casque, et un jeune recrue laisse tomber sa hallebarde dans la boue. Vous sentez que ça va être une longue journée. Et puis, comme toujours, vient le sermon. Le prêtre du camp, dont la tonsure a été visiblement réalisée avec une louche rouillée, monte sur une caisse et commence son laïus. Il parle du devoir, de la foi, du roi, de la Sainte Église, du respect de la chaîne de commandement et, pour une raison obscure, des grenouilles comme symbole de la rédemption. Vous écoutez d'une oreille. L'autre est concentré sur le gargouillement sinistre de votre estomac. Geoffroy, à votre gauche, commente à voix basse. C'est la 5e fois qu'il parle des grenouilles cette semaine. Il a dû en manger une mauvaise. Vous riez doucement. L'humour est sec, mais c'est tout ce qu'il vous reste. Finalement, le sergent donne le signal. C'est un mot unique, crié comme une injure. Marche. Et c'est parti. Vos bottes s'enfoncent immédiatement dans la boue. Vous avez l'impression de marcher sur une éponge salte trempée dans l'huile. L'armure frotte contre votre cou. La sangle de votre bouclier vous cisaille l'épaule. Votre lance rebondit à chaque pas. Vous n'avez pas encore quitté le camp que vous pensez déjà à demander votre retraite anticipée. La colonne serpente à travers les arbres. Le sentier est étroit et chacun avance en silence ou presque. Vous entendez le crissement du métal, les grognements étouffés et, de temps à autre, un pec que personne ne revendique. Classique. Soudain, vous vous souvenez d'un conseil donné par un vieux soldat lors de votre première marche. Ne pense pas à tes pieds. Trop tard. Vous pensez exactement à vos pieds. Ils glissent, ils transpirent, ils crient à l'aide à travers les coutures fatiguées de vos bottes. Fun fact. La plupart des soldats médiévaux développaient rapidement des affections aux pieds, ampoules, engelures, moisissures. On appelait ça familièrement le pied de tranchée, bien avant l'apparition des tranchées modernes. Les historiens se disputent encore pour savoir si certains traitements à base de graisse de porc faisaient vraiment effet ou si c'était juste une excuse pour sentir moins mauvais. Un bruit attire votre attention. C'est Arnaud, qui chante à voix basse une chanson paillarde sur une nonne et un meunier. Vous ne comprenez pas tout, mais les images sont suffisamment suggestives pour égayer la marche. Vous lui demandez de la chanter plus fort. Il refuse. Il la garde pour les soirées, dit-il. Vous soupçonnez qu'il en invente la moitié. La marche se poursuit. Le soleil tente une percée à travers les nuages, mais il semble changer d'avis. Vous traversez une clairière remplie de ronces, puis un petit ruisseau boueux. Vous glissez, tombez sur les fesses et emportez avec vous 2 autres soldats. L'un jure, l'autre rit. Vous vous relevez, trempé, vaseux, mais vivant. Au loin, le clocher du village se profile. Il est tordu, comme s'il hésitait à rester debout. Quelques cheminées fument. Des oiseaux s'envolent à votre approche. Une grand-mère ferme sa porte avec un claquement sec. L'accueil est chaleureux, comme un glaçon dans le dos. Le sergent donne l'ordre de s'arrêter. On établit une ligne, un semblant de formation, les plus costauds devant, les tirs au flanc derrière. Vous vous retrouvez au milieu, ce qui veut dire bouclier humain si ça tourne mal. On envoie un émissaire, un garçonnet du coin payé avec 3 sous et un morceau de lard, pour annoncer votre venue pacifique. Tout le monde sait que ce n'est qu'un protocole. S'il y a du butin, il y aura des poches pleines avant la fin de l'heure. Vous restez debout, en équilibre précaire,
entre tension et lassitude. Une abeille vous tourne autour. Vous la chassez. Elle revient. Vous soupçonnez qu'elle fait exprès. Arnaud la baptise Bzilda, la sentinelle ailée. Vous riez nerveusement. La fatigue commence à jouer sur votre imagination. Un chien sort du village, jappe 3 fois et s'enfuit. C'est peut-être un signal. Ou juste un chien. Difficile à dire. Puis, enfin, le sergent crie. « À l'avant, préparez-vous. » Vous serrez votre lance. Vous vous tenez droit. Vous attendez. Et tout ce que vous pensez, à ce moment précis, c'est que vous auriez préféré rester assis avec votre morceau de fromage. Le premier pas est le plus facile. C'est après, quand votre talon glisse dans un mélange douteux de boue, de fumier et de vieux choux, que les vrais ennuis commencent. Le village semble calme, trop calme, mais pas dans le sens dramatique du cinéma. Plutôt le calme gêné de gens qui ont vu défiler des armées tous les mois et qui ont appris à survivre en devenant aussi invisibles que possible. Derrière les volets fermés, vous sentez des regards, timides ou méfiants. Une poule traverse la rue à toute vitesse. Vous vous demandez pourquoi? Les historiens aussi, d'ailleurs. Vous marchez lentement derrière votre sergent qui lève la main toutes les 5 secondes pour faire signe d'avancer discrètement, ce qui est un peu comique compte tenu du cliquetis permanent de votre équipement. Votre armure teinte comme une cloche fêlée à chaque pas. Derrière vous, Arnaud éternue si fort qu'un corbeau s'envole d'un toit de chaume. On vous fait signe de garder la formation. Formation, ici, signifie rester plus ou moins aligné et essayer de ne pas tomber dans un puits. L'un des jeunes, trop enthousiaste, essaie une posture martiale, jambes fléchies, lance en avant. Il a l'air d'une libellule qui tente le karaté. Vous le contournez pour éviter de vous faire embrocher accidentellement. Un homme en robe usée, probablement le doyen du village, sort de l'église avec un chiffon blanc à la main. Il parle d'une voix douce, presque chantante, en mélangeant le vieux français et une sorte de dialecte rural, dans lequel « bienvenue » rime avec « foutez-nous la paix ». Vous souriez, poliment. Le sergent négocie avec lui quelques œufs, 2 outres de vin, et l'assurance que personne ici ne cache d'archers prêts à tirer depuis les greniers. Le vieux hoche la tête avec insistance. Il tremble un peu. Vous ne savez pas si c'est à cause de l'âge ou de la compagnie. Probablement un peu des deux. Finalement, vous obtenez le signal tant attendu. Halte, pas d'hostilité, pas de bagarre aujourd'hui. Juste une visite courtoise et la récupération stratégique de quelques denrées. C'est le mot qu'ils utilisent, récupération. Le groupe se disperse un peu. Vous êtes affecté à la surveillance du puits, ce qui est une manière élégante de dire « reste là et ne fais pas de bêtises ». Vous vous asseyez sur la margelle, profitez d'un rayon de soleil timide et essayez d'oublier que votre caleçon est encore humide de la chute dans le ruisseau. Pendant ce temps, Arnaud revient avec une demi-tarte aux poires qu'il jure avoir trouvée par terre. Vous n'insistez pas. Il vous en offre une bouchée que vous refusez, puis accepte de vous en parler comme s'il s'agissait d'un mets royal. Vous écoutez, distraitement. Fun fact. Les fantassins étaient rarement disciplinés en dehors du champ de bataille. Ce n'était pas une armée régulière, mais une mosaïque de braconniers, de fils de fermiers et de marginaux qu'on habillait d'un uniforme et qu'on espérait voir marcher dans la même direction. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines armées médiévales ont jamais réussi à marcher droit sur plus de 5 kilomètres. Soudain, un cri. Pas un cri de guerre, un cri de douleur. Un soldat vient de se faire mordre par une chèvre en tentant de voler son collier en cuir. L'animal a montré des talents de ninja. Tout le monde rigole, sauf le soldat. Il crie encore, cette fois contre l'injustice divine. Un enfant vous apporte une pomme, probablement en échange de votre air fatigué. Vous la prenez, la frottez un peu contre votre manche et croquez dedans. Elle est acide, mais réelle. Elle a un goût de paix, fugace
mais tangible. Vous vous étirez. Les muscles vous tirent comme des cordes mal accordées. Vous vous rendez compte que marcher pendant des heures avec une armure, puis rester immobile pendant encore 1 heure, ce n'est pas un combo recommandé par les médecins médiévaux, ni par les modernes d'ailleurs. Puis vient l'ordre du départ. Le sergent crie de nouveau. Vous vous relevez, vos genoux protestent, votre dos aussi. Vous poussez un soupir qui aurait pu être une chanson d'adieu. Le retour se fait plus lentement. L'après-midi avance. Le soleil hésite à s'installer. Vous reprenez la même route, mais cette fois, vous ressentez chaque pas dans vos chevilles comme un coup de marteau. Le sol est plus boueux qu'à l'aller. Vos bottes glissent, s'enfoncent, s'agrippent, luttent. C'est une épopée en soi. À mi-chemin, vous trébuchez sur une racine. Vous tombez de tout votre long, les bras en croix, face dans la mousse. Vous restez là un instant. C'est confortable, étrangement, presque doux. Une fourmi vous grimpe sur la joue. Vous ne réagissez pas. Vous avez abandonné l'idée de dignité il y a plusieurs heures. Geoffroy vous aide à vous relever. Il vous dit « Si tu meurs, je prends ton bouclier. » Vous lui souriez. C'est probablement la plus belle promesse d'amitié dont vous soyez capable. Le camp réapparaît enfin entre les arbres. Tente, feu, boue. Une odeur familière d'humidité et de poisson fumé. Vous y êtes. Encore en vie. Encore entier. Enfin, presque entier. Vous entrez dans le camp avec la souplesse d'un vieux meuble mal réparé. Vos pieds sont désormais 2 entités indépendantes, gonflées, frottées et vaguement hostiles. Chaque pas est un petit supplice personnel. Et ce n'est pas fini. Votre tente, en réalité, une toile à moitié suspendue entre 2 piquets tordus, vous attend comme un animal fatigué. Vous vous y glissez à genoux, à moitié pour vous reposer, à moitié parce que vos jambes ont décidé de prendre leur après-midi de congé. Il fait sombre là-dedans, ça sent le cuir mouillé et la chaussette oubliée, mais c'est chez vous. Un hurlement vous tire de votre torpeur. Un de vos camarades, Hugo, boite jusqu'au centre du camp, tenant sa chaussure à la main. Son pied est d'un violet inquiétant. Les autres soldats se rassemblent, mi-curieux, mi-inquiets. Le sergent lève les yeux au ciel. « Qu'on appelle le barbier chirurgien ?» dit-il d'un ton résigné. « Ah, le barbier chirurgien. » L'homme arrive peu après, vêtu d'une robe qui fut peut-être blanche à une époque, avec une ceinture pleine d'outils dont vous ne comprenez pas la moitié. Parmi eux, vous reconnaissez une scie, une pince, une cuillère, sûrement pas pour manger, et ce que vous supposez être un crochet à poisson, mais en version cauchemar. Il vous sourit. C'est un sourire sincère, ce qui le rend encore plus inquiétant. Hugo est allongé sur une table de fortune. Vous vous approchez, par curiosité masochiste. Le chirurgien inspecte le pied, tâte l'ampoule, grosse comme un œuf de caille, puis déclare d'un air triomphant « On va percer ». Un fait historique, en passant, les barbiers chirurgiens du Moyen Âge étaient multitâches. Ils rasèrent les barbes, saignaient les malades, extrayaient les dents et parfois faisaient des amputations express. Les médecins diplômés, eux, évitaient généralement tout contact physique. Résultat, si vous aviez une vraie blessure, vous préfériez un type avec un tablier taché et un regard déterminé. On maintient Hugo fermement pendant que le barbier entaille l'ampoule. Un jet de liquide épais s'échappe et tout le monde recule d'un pas. L'odeur est éducative. Le chirurgien rit comme s'il venait d'ouvrir un cadeau. « C'est bon signe, » dit-il. Personne ne veut lui demander pourquoi. Ensuite, il applique un cataplasme à base de mou, de suif et, il insiste, d'une pincée d'herbe du cloître. Certains murmurent que ce sont des orties et de la bouse séchée. Personne ne vérifie. Hugo gémit, puis s'évanouit. Un classique. À côté, Geoffroy vous murmure.
J'ai vu cet homme recoudre un type avec un fil de pêche. Il jurait que ça tenait mieux. Vous vous faites la promesse intérieure de ne jamais vous blesser, même accidentellement. Et pourtant, en regardant vos pieds, vous comprenez que ce jour pourrait arriver plus vite que prévu. Vous retirez vos bottes lentement. C'est comme ouvrir un parchemin ancien, en espérant qu'il ne s'effondre pas en poussière. Vos chaussettes sont trempées, tachetées et collent à votre peau comme du vieux fromage. Vous les retirez avec précaution. Dessous, vos orteils sont rouges, certains un peu blancs. Pas bon signe. Arnaud, en vous regardant faire, vous dit « T'as besoin de la graisse de cochon de mon cousin. Ça guérit tout, même les dettes. » Vous hochez la tête. Tout est bon à ce stade. Vous appliquez un mélange de graisse et d'herbes douteuses que vous avez obtenu lors de la dernière escale. Ça pique, beaucoup, mais au moins, ça montre que vos nerfs fonctionnent encore. C'est rassurant, à sa manière. Un autre soldat entre dans la tente du barbier. Il a une dent qui bouge. 3 minutes plus tard, la dent est dans sa poche, accompagnée d'un petit chiffon pour la fée du coin, selon l'expression du chirurgien. Vous riez nerveusement. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines de ces pratiques étaient réellement efficaces ou si le simple fait de survivre à une intervention suffisait à la qualifier de succès. Les chroniques médiévales mentionnent des guérisons miraculeuses, mais oublient souvent de dire que les survivants boitaient à vie et ne pouvaient de plus mâcher. Vous passez l'après-midi à reposer vos pieds à l'air libre. Ce n'est pas très esthétique, mais c'est votre meilleure chance d'éviter une infection. Vous tracez des formes dans la boue, écoutez le vent, et vous amusez à deviner quel animal passe devant la tente uniquement grâce au bruit. Cochon, chien, camarade saoul, ou tout à la fois. À la nuit tombante, le barbier passe vous voir. Il jette un œil à vos orteils et vous tend une poudre grisâtre à saupoudrer sur vos plaies. Pour chasser les esprits de la gangrène, dit-il en souriant, vous ne discutez pas. Vous saupoudrez. Beaucoup. Pendant le souper, une soupe tiède vous est servie. Vous y trouvez un os, mais pas de viande. Vous vous dites que c'est un peu comme la médecine du barbier. Elle a la forme d'un repas, mais pas la substance. Avant de dormir, vous observez la tente du chirurgien. Une lanterne y brille encore. Dedans, il récite des prières, ou il parle à ses instruments. Vous ne voulez pas savoir. Vous vous glissez dans votre abri, les pieds enveloppés de tissu sec, une écharpe autour de la gorge pour empêcher la nuit de s'y glisser. Vous fermez les yeux et vous espérez ne pas avoir besoin de lui demain. La nuit s'est déroulée sans trop de cris, ce qui, dans un camp de fantassins, est déjà une petite victoire. Vous avez dormi d'un sommeil nerveux, haché par les plaintes d'un camarade fiévreux, le ronflement d'un autre et un grincement de cuir qui n'a jamais été identifié. Peut-être un cheval insomniaque. Ou Arnaud qui pratique la respiration du guerrier. À l'aube, tout est humide. Votre couverture est trempée d'une rosée qui ressemble plus à une fuite de latrine qu'à un phénomène naturel. Vous vous redressez, remettez lentement vos bottes encore mi-sèches et essayez de ne pas penser à vos pieds. Vous avez décidé que s'ils ne se plaignent pas trop fort, vous ferez semblant qu'ils vont bien. Le sergent surgit avec un air plus joyeux que d'habitude, ce qui est suspect. Il annonce « Aujourd'hui, on va se dégourdir un peu. Petite marche, petite escarmouche. » Un campement ennemi a été repéré pas loin. Vous n'avez pas eu de petite journée depuis le début de la guerre. Vous regardez Arnaud, qui hoche la tête comme un homme résigné à son destin, ou à un repas tiède. Le camp s'active. On huile les lames, on vérifie les arcs, on ajuste les haubers. Geoffroy a retrouvé une vieille corne de brume qu'il garde pour les grandes occasions. Il l'essaie, elle fait un bruit de flûte cassée. Personne ne rit. C'est peut-être un présage. Les ordres sont simples. Vous allez contourner une colline, vous positionner en embuscade et tenter une attaque rapide. Le genre de mission qui, sur le papier, dure 1 heure et se solde par une victoire éclatante. Dans la réalité,
2 heures à vous faufiler entre les ronces pour tomber sur 3 vaches et un type qui fait la sieste. Mais pas cette fois. À peine avez-vous atteint le sommet que tout dégénère. Des cris éclatent, un sifflement dans l'air, puis une flèche se fiche dans le tronc juste à côté de vous. Pas dans vous, ce qui est une bonne nouvelle, mais pas loin, ce qui vous réveille instantanément. Le sergent crie « En formation !» Ce qui veut dire, dans le langage courant, « Courez en criant, mais dans la même direction si possible. » Votre cœur bat la chamade. Votre casque est mal ajusté. Votre épée est coincée dans son fourreau. Vous avez de la boue jusqu'aux genoux. Vous êtes prêt. Une silhouette surgit à travers les buissons. Vous brandissez votre lance. Elle glisse dans vos mains, glorieusement inefficace. Mais dans un sursaut de coordination divine, vous parvenez à heurter votre adversaire à l'épaule. Il trébuche, tombe et disparaît dans les fougères. Vous respirez fort. Vous vous cachez derrière un arbre. Vous n'avez pas vraiment combattu, mais vous êtes encore debout. C'est déjà beaucoup. Fun fact, dans les batailles médiévales, les fantassins étaient souvent les premiers à mourir et les derniers à être cités dans les chroniques. Pourtant, ils formaient l'essentiel des troupes. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette invisibilité historique était volontaire, une forme précoce d'économie narrative ou juste de la paresse de moines copistes. Autour de vous, la bataille ressemble à une foire mal organisée. Des cris, des courses, des chocs métalliques. Vous voyez Geoffroy se battre avec ce qui semble être un sac de pommes. Arnaud, lui, frappe un adversaire avec un bouclier qui perd un clou à chaque coup. Puis, un silence étrange. Les ennemis sont en fuite. Ou ils étaient moins nombreux que prévu. Ou bien ils se sont fondus dans la forêt comme des esprits contrariés. Vous ne posez pas de questions. Vous êtes vivant et c'est votre priorité du jour. Le sergent déclare la victoire. Il y aura, dit-il, une mention spéciale pour ceux qui ont frappé quelque chose. Vous n'êtes pas sûr d'en faire partie, mais vous gardez la tête haute. Vous avez réussi à rester debout. C'est une compétence sous-estimée. Un homme ramène un trophée, un bonnet en fourrure. Tout le monde admire. Il dit que c'est peut-être un couvre-chef de chef ennemi ou de cuisinier. Difficile à dire, l'odeur étant plutôt neutre. On ramasse les blessés. Un soldat s'est entaillé le bras, pas à cause d'un ennemi, mais parce qu'il a trébuché sur sa propre épée. Le barbier chirurgien s'approche, le sourire aux lèvres. Il sort une aiguille. Le soldat pâlit. Vous détournez le regard, soudain très intéressé par une touffe d'herbe. Retour au camp. L'escarmouche est déjà racontée avec des exagérations héroïques. « J'en ai abattu 3, dit un homme qui n'a pas quitté l'arrière. « J'ai entendu les corbeaux se moquer de l'ennemi, dit un autre. Vous restez discret. Vous avez survécu. Et vous êtes certain que le buisson derrière lequel vous vous êtes accroupi est un héros oublié de cette guerre. Le repas du soir est chaud. Miracle. Une soupe au lard avec des morceaux réels. Vous mangez lentement, les mains encore tremblantes, le dos douloureux. Autour du feu, les voix se mêlent, basses, calmes. La lune monte. Le camp se calme. Et vous vous demandez, en regardant les étoiles, combien d'escarmouches, comme celle-là, vous pouvez encore encaisser avant de devenir vous-même un fait d'hiver médiéval. La nuit est tombée doucement sur le camp, comme une couverture humide et pas vraiment propre. Le feu de camp crépite paresseusement, projetant des ombres molles sur les tentes déformées et les hommes avachis. L'air sent la fumée, la sueur séchée et, pour une raison difficile à expliquer, le radis. Quelqu'un a probablement tenté une expérience culinaire malheureuse. Vous êtes assis sur un tronc renversé, les jambes étendues devant vous, les mains tendues vers la chaleur. Vos bras sont lourds, votre cou endolori, et votre casque vous laisse une marque rouge sur le front qui ne partira sans doute jamais. Autour de vous, le silence n'existe pas. Il est remplacé par un fond sonore
constant de grattements, de rotation de cuillères, de toussotements chroniques et de conversations basses à propos de puces. Oui, les puces. Ces charmantes petites bêtes qui ont élu domicile dans votre tunique, votre sac et peut-être même dans votre âme. Vous ne vous souvenez plus du dernier jour sans démangeaison. C'est devenu une sorte de rythme dans votre quotidien. Se gratter l'épaule, tapoter la hanche, soupirer. Arnaud, assis non loin, partage une anecdote très sérieuse. J'ai vu une puce une fois qui sautait tellement haut qu'elle a atterri dans la soupe de l'évêque. Il a dit que c'était un miracle. Vous riez, doucement. La fatigue rend tout drôle. Même les parasites. Un peu plus loin, un groupe de soldats entonne un chant paillard. C'est un grand classique, celui de la laitière et du chevalier distrait. Les couplets sont de plus en plus absurdes à mesure que le vin tourne. Un homme improvise des pas de danse, bottes trempées et tout. Il glisse sur une flaque de graisse, s'écrase dans la boue et se relève avec la dignité d'un évêque après une chute. On applaudit. Fun fact, les chansons dans les camps médiévaux n'étaient pas seulement des distractions. Elles servaient à transmettre des histoires, des codes, voire à désamorcer la tension avant la bataille. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines de ces mélodies provenaient des troubadours ou si elles étaient improvisées sur place, à base de jurons et de jeux de mots douteux. Vous finissez par vous allonger sur votre paillasse. C'est un mot ambitieux pour désigner une demi-couche de paille moisie, piquée de brindilles et possiblement d'un ou deux scarabées. Vous ajustez votre couverture. Elle gratte toujours, mais au moins, elle est chaude. La tente bruisse des bruits de sommeil. Soupirs, ronflements, murmures étranges. Geoffroy parle dans son sommeil comme d'habitude. Il évoque des harangues et un certain Jacques le Silencieux. Vous préférez ne pas savoir. Et puis vient ce bruit. Un cliquetis régulier. Comme une fourchette sur une gamelle en étain. Mais il n'y a pas de fourchette ici. Vous ouvrez un œil. Rien. Un souffle de vent. Un bruissement dans la paille. Vous vous redressez un peu. C'est probablement une souris. Ou une des bottes d'Arnaud qui s'est rebellée. Vous essayez de vous rendormir. Et là, une démangeaison. Pas une petite, non. Une démangeaison théâtrale. Derrière le genou gauche. Vous vous grattez. Soulagement temporaire. Puis l'autre genou. Puis la hanche. C'est une chorégraphie. Vous réalisez que les puces ont décidé que c'était leur moment. La piste est ouverte. C'est le bal de la piqûre. Vous soupirez, résigné. Arnaud chuchote dans le noir. Je crois qu'elle vote pour me faire général. Vous riez à nouveau. Puis un long silence. Le sommeil arrive par vagues. Vous rêvez de pain chaud, de bain tiède, de drap propre. Puis un rat passe près de votre oreille et vous vous souvenez où vous êtes. Pas de bain, pas de pain. Seulement une guerre, une couverture humide et un sac de puces qui organisent un festival. Quelqu'un tousse violemment. Le genre de toux qui réveille les souvenirs de peste et fait lever les yeux au ciel. Le barbier chirurgien entre peu après, portant une fiole de liquide verdâtre. Il marmonne une prière, fait boire le malade, puis repart comme une ombre. Vous décidez de ne pas poser de questions. Juste avant de replonger dans le sommeil, vous sentez une chaleur étrange contre votre jambe. Vous tâtonnez. C'est un chat, ou quelque chose d'approchant. Il ronronne. Vous n'avez pas vu de chat depuis des semaines. Vous lui murmurez « Tu ne me mordras pas, hein ?» Il s'étire et s'endort. Vous aussi. Le vent siffle doucement contre la toile. Le feu s'éteint lentement. Les voix s'éteignent aussi. Ne restent que les rêves, les gratouilles et la chaleur d'un félin providentiel. Et dans ce calme relatif, vous sombrez dans le seul vrai luxe d'un fantassin médiéval. Un sommeil lourd, profond et, espérons-le,
sans cri d'alerte cette fois. Le soleil perce timidement à travers la toile de la tente et vous ouvrez les yeux avec cette sensation bien connue. Vous n'êtes pas tout à fait mort, mais ce n'était pas loin. Votre dos proteste, vos hanches grincent et un chat, toujours là, toujours ronronnant, est confortablement installé sur votre bras. Vous ne savez pas d'où il vient, ni à qui il appartient. Peut-être à Dieu. Vous décidez de ne pas y penser trop fort. Le camp s'éveille dans un concert de bâillements, de paix peu subtils et de cloches. Oui, une cloche. Petite, mais insistante. On la secoue à intervalles réguliers, comme pour rappeler à tous que la vie, hélas, continue. Vous sortez la tête de la tente et voyez le capitaine du bataillon, flanqué de son chapelain personnel, qui agite ladite cloche au-dessus d'une boîte étrange. Vous vous frottez les yeux. La boîte, en bois sculpté, est posée sur un autel improvisé fait de tonneaux empilés. Le chapelain, drapé dans une robe tachetée d'encens, séchée et de gras de ragoût, proclame d'une voix grave. Ce matin, bénédiction spéciale. Grâce à l'intervention de notre Seigneur, nous avons reçu une relique. Ah, une relique. Vous vous approchez avec les autres, curieux. Les reliques sont comme des spectacles itinérants, imprévisibles, potentiellement divins, souvent collants. Le capitaine, visiblement très sérieux, ouvre la boîte. À l'intérieur, dans un petit coussin en lin brodé de croix maladroite, repose un orteil. Un orteil desséché. Marron, recroquevillé. Il a vu des jours meilleurs. L'orteil de Saint-Olaf, annonce le chapelain avec ferveur. Un silence stupéfait s'abat, puis quelqu'un tout saute. Un autre marmonne. Olaf qui? Le chapelain poursuit. Ce fragment sacré protège des blessures, des fièvres et des mauvaises flèches. Fun fact, au Moyen Âge, les reliques étaient un mélange de foi, de superstition et de business. On vénérait des os, des cheveux, des morceaux de vêtements, parfois même des pierres que tel saint aurait touchées ou regardées avec insistance. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines reliques avaient vraiment une origine sainte ou si elles étaient juste des restes de cuisine recyclés avec piété. Geoffroy vous glisse à l'oreille. Je suis presque sûr que j'ai enterré un doigt identique derrière la taverne de Montfaucon. Vous ne relevez pas. Le chapelain commence à bénir les hommes un à un, en effleurant leur front avec le tissu sacré contenant l'orteil. Arnaud cligne des yeux. Je crois que ça m'a chatouillé l'âme. Votre tour arrive. Vous baissez la tête. L'orteil vous effleure. Rien ne se passe. Vous espériez une illumination ou au moins une démangeaison spirituelle. Mais non. Juste une odeur vague de vinaigre et d'étoffe ancienne. Après la bénédiction, on vous distribue un petit pain sec et une gorgée de vin. Le capitaine sourit, convaincu que cette matinée de piété va galvaniser les troupes. Vous pensez surtout que le vin avait un arrière-goût de fer et que le pain datait du dernier passage de la comète de Halley. Plus tard, vous assistez à une séance de confession rapide. Le chapelain installe un tabouret sous un arbre et les soldats défilent à tour de rôle. Certains marmonnent des fautes classiques, vol, paresse, gloutonnerie. D'autres confessent avoir rêvé de rentrer chez eux. Le chapelain les absout tous avec une tape sur la tête et une phrase mystérieuse. « Saint Olaf connaît ton cœur, pas ton haleine. » Vos passés aussi. Vous n'avez rien de très grave à dire. Vous admettez avoir regardé le ragoût de votre voisin avec envie et d'avoir, peut-être, volontairement perdu une chaussure pour ne pas marcher le lendemain. Le chapelain vous pardonne, à condition que vous récitiez un Ave Maria avec un caillou dans la bouche. Vous obéissez. Ce n'est pas pire que la soupe d'hier. L'après-midi est consacré à la préparation rituelle de vos affaires. Pas pour une bataille, juste parce que le capitaine est convaincu que le chaos attire le malheur et qu'un haubert plié est un haubert protégé. Vous lustrez donc votre casque avec un bout de tissu poisseux en priant que personne ne remarque que vous avez remplacé une lanière cassée par un brin d'ortie. Arnaud, lui,
fabrique un talisman à base de ficelles, de dents d'âne et d'un bouton trouvé sur un champ de bataille. Il dit que ça éloigne les rêves de noyade. Vous hochez la tête, par pure politesse. Puis vient le moment solennel, la procession. Oui, vous avez bien entendu, une procession. Autour du camp, avec l'orteil, le chapelain ouvre la marche, tenant la boîte à 2 mains, précédé d'un garçon d'écurie qui secoue une cloche avec un enthousiasme confus. Derrière, les soldats chantent. Ce n'est pas très juste, ce n'est pas très motivé, mais c'est sincère. Un chien aboie. Une chèvre les suit. Une vieille recrue trébuche dans une souche, provoquant une interruption comique du chant. Le sergent lève les yeux au ciel, mais ne dit rien. Ce genre de choses fait maintenant partie de la routine. Vous participez, mi-amusé, mi-fataliste. Vous marchez lentement, les bras croisés, en suivant la file comme dans une mauvaise comédie religieuse. Le sol est sec aujourd'hui, miracle en soi. La procession s'achève avec une prière collective, un silence respectable et une offrande symbolique, une pièce rouillée et une plume déposée au pied de la boîte. Le capitaine est ému. Le chapelain a les larmes aux yeux. Vous espérez juste que l'orteil ait au moins la décence de vous épargner une nouvelle ampoule cette semaine. Le camp semble calme ce soir. Trop calme. Du genre de silence qui s'installe juste avant que quelque chose de vaguement dramatique n'arrive. Vous êtes allongé près du feu, occupé à gratter un morceau de bouclier avec la pointe de votre dague. Une sorte de distraction méditative, histoire de ne pas trop penser à vos douleurs articulaires ni au ragoût tiède qui vous pèse dans l'estomac. Puis ça arrive. Un cri, bref, surpris. On entend des bruits de course. Une cloche tinte maladroitement. Le sergent surgit au milieu du camp, suivi d'Arnaud qui, visiblement essoufflé, brandit un bâton comme si c'était une épée. Un soldat a déserté. C'est prononcé à mi-voix, comme un blasphème. On rassemble vite une escouade. Vous êtes tiré du sol sans autre forme de procès, et on vous assigne à la recherche du fuyard, en pleine nuit, avec une lanterne qui vacille plus qu'elle n'éclaire. Vous marchez en silence, dans une forêt humide, vos bottes aspirées par la terre molle. La lune, ronde comme une promesse non tenue, vous regarde avec indifférence. Le sergent grogne à chaque pas. Il n'est pas d'humeur à la clémence. Il nous a tourné le dos, répète-t-il comme un psaume vengeur. Arnaud, plus discret que d'habitude, murmure. Il devait en avoir marre de bénir des orteils desséchés. Une branche craque. Tous s'immobilisent. Vous retenez votre souffle. Ce n'est qu'un lapin. Il vous regarde avec l'air narquois de ceux qui n'ont pas apporté de haubert. Vous l'enviez. Finalement, on retrouve le déserteur à l'aube. Recroquevillé près d'un ruisseau, pieds nus, boueux jusqu'au menton. Il tremble. Il parle d'un rêve, d'une voix dans la forêt, de sa mère. Il n'est pas agressif, juste fatigué, juste vidé. Mais la loi est la loi, et l'armée n'aime pas les trouer dans son filet. Fun fact, dans les armées médiévales, la désertion était souvent punie avec une cruauté variable. Cela dépendait de l'officier, de l'humeur du jour et parfois de la météo. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines sentences, comme être attaché à une chèvre affamée, relèvent de faits historiques ou d'exagérations de chroniqueurs trop enthousiastes. Dans votre cas, le capitaine opte pour une punition exemplaire mais modérée, ce qui, dans la langue militaire du XIVe siècle, veut dire quelque chose de douloureux mais qui laisse les 2 jambes. Le déserteur est attaché à un poteau au centre du camp. Pas de fouet, pas de lame. Non, ici, on préfère l'humiliation sonore. Geoffroy, ravi de l'occasion, sort une casserole et se met à la frapper avec une cuillère. Arnaud improvise une chanson. Les autres soldats tournent en rond en chantant des moqueries. C'est ridicule. Et c'est justement l'idée.
Après 1 heure de ce concert d'indignité, le sergent libère le fautif, le regarde dans les yeux et dit simplement « T'as encore une chance ». Le soldat retourne à sa tente, couvert de honte, de sifflets et de riz cru. Vous ne demandez pas pourquoi il y avait du riz dans ce camp. Vous retournez vous asseoir, songeur. Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous y pensez, parfois? Oui. Bien sûr, tous les jours. Arnaud s'assied à côté de vous. Il mâchonne un brin d'herbe. Tu sais, une fois, j'ai essayé de fuir. Mais j'avais oublié ma gourde. Je suis revenu en prétextant avoir fait une promenade stratégique. Vous le regardez, incrédule. Il sourit. Il est peut-être sérieux. Peut-être pas. Avec lui, on ne sait jamais. Le capitaine passe, silencieux, inspectant les visages. Il s'arrête un instant devant vous. Vous soutenez son regard un peu trop longtemps. Il acquiesce. Vous ne savez pas si c'est une menace, un encouragement ou juste un tic. Ce soir-là, les soldats sont plus silencieux que d'habitude. Pas de chansons paillardes. Pas de danse sur les barils. Juste le crépitement du feu, le murmure des insectes et le sifflement discret du vent entre les piquets de tente. Vous vous allongez. Le chat n'est pas là ce soir. Dommage. Vous auriez aimé un peu de chaleur. Vous tournez et retournez sur votre paillasse. Le sommeil tarde. Et dans ce moment suspendu, entre veille et rêve, vous vous dites que demain, peut-être il faudra marcher encore. Ou pas. Peut-être qu'il y aura une nouvelle bataille. Ou juste un sermon sur les reliques. Peut-être que quelqu'un d'autre partira. Mais ce soir, vous êtes encore là. Pas parce que vous êtes courageux, mais parce que vous avez oublié où ranger vos bottes. Le réveil est brutal. Pas à cause d'un cri, ni même d'une flèche dans le genou. Non, c'est juste que vous avez dormi sur une racine et que votre colonne vertébrale a décidé de se venger. Vous vous redressez avec un bruit qui ferait fuir un sanglier et un juron étouffé qui ferait sourire un moine. Mais pas le temps de vous plaindre. Ce matin, l'air est différent. Moins moite, plus tendu. Les chefs discutent à voix basse autour du feu, le sergent a son expression pré-baston et le chapelain bénit tout ce qui ne bouge pas trop vite. Des hommes, des bottes, un bâton et même une poule. Quelque chose se prépare et vous n'allez pas aimer. Le sergent vous rassemble et résume la situation. Un château ennemi, pas très loin, a refusé de se soumettre. Un petit, certes, mais stratégique. Et donc, on va l'attaquer. Vous soupirez. Ce mot-là, attaquer, vous donne toujours l'impression qu'on parle d'un festin, alors que vous savez très bien que c'est un pique-nique dans la boue, avec une forte probabilité de contusion. La marche est courte, mais raide. Vous grimpez des collines traîtresses, passez des ravins, où même les chèvres vous regardent avec mépris, et traversez un bois rempli d'épines qui semblent avoir été conçus pour punir les mollets spécifiquement. Au sommet, vous l'apercevez. Le château. Petit, trapu, construit en pierre grisâtre avec des tours comme des doigts menaçants. Il n'a pas l'air impressionnant, mais il est posé sur une butte entourée de fossés naturels et les murs semblent bien entretenus. Le genre d'endroit où on vous regarde arriver en se demandant si vous avez bien réfléchi à vos choix de vie. Le capitaine explique le plan. Assaut frontal, diversion sur les côtés et un peu de feu si possible. Vous écoutez d'une oreille. Vous avez surtout retenu que vous faites partie du groupe de devant. Génial. Fun fact. Les sièges de château au Moyen Âge étaient rarement des affaires glorieuses. En réalité, la majorité consistait en longues périodes d'attente, de pourriture et de tentatives de creuser des tunnels qui s'effondraient aussitôt. Les historiens se disputent encore pour savoir si l'expression « tenir bon » est née d'un siège ou d'un simple concours de patience entre deux moines. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la méthode directe. On vous donne un bélier, enfin une poutre grossière avec 2 poignées et une prière gravée au couteau. Vous êtes 4 à la porter. Elle pèse l'équivalent d'un âne en colère.
Vous vous positionnez devant la porte du château, encore à bonne distance. Puis on crie, et on court. Et là, tout se passe, comme prévu, c'est-à-dire très mal. Des seaux de liquide, de l'eau, du vin, du gras sont jetés depuis les meurtrières. Des flèches sifflent, vous frôlent les oreilles. Un caillou de la taille d'un melon explose à vos pieds. Vous poussez, vous soufflez, vous jurez. La poutre frappe la porte avec un bruit sourd. Rien ne bouge. Vous reculez. Vous recommencez. Vos bras hurlent, vos jambes tremblent. Arnaud trébuche. Vous riez malgré vous. Il se relève en grondant que ce château est possédé par un cochon en armure. Un soldat essaie d'escalader un pan de mur à l'aide d'une échelle qui se brise en deux avant même qu'il n'atteigne le premier mètre. Le sergent hurle qu'il va le faire cuire vivant dans du foin, mais tout le monde sait que c'est son expression pour « ce n'est pas si grave ». Vous sentez une douleur dans votre épaule. Vous regardez, rien, juste la tension, la fatigue, le stress de devoir casser un mur avec un outil qui ressemble à un arbre en grève. Puis, un craquement. Pas la porte, la poutre. Elle se fend. Le sergent hurle d'arrêter. Vous vous écartez, haletant, couvert de sueur, debout et d'une goutte de ce que vous espérez être de l'eau bénite. La décision tombe, on campe là pour la nuit. Si le château ne se rend pas demain, on tentera autre chose. Peut-être les laisser mourir d'ennui. Le camp est monté à la hâte, au pied du rempart. Le sol est inégal. Les tentes grincent. Une flèche perdue atterrit dans la soupe. On décide de la manger quand même. On appelle ça « soupe de la bravoure ». Geoffroy raconte que dans une autre guerre, il a assiégé une tour pendant 3 semaines, avec seulement des prunes et de la poésie. Personne ne le croit, mais ça distrait. Le chapelain bénit les blessés. Un jeune garçon qui a reçu une pierre sur le pied se voit attribuer une prière spéciale contre les cailloux infâmes. Vous n'êtes pas convaincu, mais vous trouvez ça réconfortant. La nuit est bruyante. Les soldats à l'intérieur du château chantent pour vous narguer. Des chansons obscènes, très inventives, vous tentez de leur répondre avec une flûte cassée. Le résultat est moins convaincant, mais l'intention y est. Vous vous allongez finalement contre un talus, casque sur le ventre, main sur la garde de votre épée. Le château vous regarde toujours, impassible, un œil de pierre sans clignement. Et vous, dans votre demi-sommeil, vous vous demandez ce qu'il défend vraiment. De l'or, une cave à vin, des livres, ou juste une dignité têtue que vous commencez, malgré vous, à respecter. La brume est tombée dans la vallée, comme un grand drap mouillé, effaçant les contours, les repères et à peu près toutes vos illusions restantes. Vous vous réveillez dans un brouillard si épais que vous pouvez à peine voir vos genoux. Pour une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont engourdis. Autour de vous, le camp dort encore par fragments. Certains ronflent, d'autres marmonnent, et un malheureux à votre gauche parle distinctement à son gourdin. Il lui promet la victoire, une chope de bière et peut-être une vache. Vous hochez la tête. On en est là. Pas de cornes, pas de cris. Le capitaine a décrété une trêve tacite pour la journée. Le château ne bouge pas, vous non plus. Une forme de guerre paresseuse s'installe. Le genre de guerre où les armes restent dans leur gaine, mais où l'ennui, lui, attaque sans relâche. Vous tentez de trouver un peu de chaleur. Le feu est éteint, les cendres sont froides. Vous ramassez une brindille, la casse sans raison, puis la jetez comme un général en disgrâce. Arnaud s'approche avec un reste de pain qu'il désigne comme le dernier trésor de la contrée. Il le partage. Il a la texture du plâtre, mais le goût de l'amitié. Le capitaine passe entre les rangs, inspecte les visages. Le sien est fermé. Il tient une carte roulée qu'il ne consulte pas. Tout le monde fait semblant de l'ignorer, comme s'il portait la peste dans sa poche. Un mot circule. Famine. Le mot est petit, mais lourd. Les rations fondent, les réserves sont basses. Le château, lui, fume encore, preuve qu'il y a du bois.
du feu et probablement de la soupe. Vous vous imaginez cette soupe. Épaisse, chaude, avec des morceaux. C'est un fantasme osé par les standards du camp. Un soldat propose de chasser, un autre rigole. À moins que tu saches faire cuire un corbeau invisible, bonne chance. On envoie tout de même 2 hommes dans la forêt. Ils reviennent 2 heures plus tard avec un gland. Pas un sac de gland. Un gland. Unique. On l'observe comme une relique. Le chapelain le bénit, puis le plante dans un coin pour les générations futures. Personne ne rit. L'humour aussi a froid. Fun fact. Pendant les sièges, il n'était pas rare que les soldats mangent du cuir bouilli, des rats ou même de la terre mêlée à des herbes. Les chroniqueurs médiévaux appellent cela des repas d'endurance. Les historiens modernes, eux, préfèrent le terme désespoir culinaire. Ils se disputent encore pour savoir si certaines recettes improvisées de l'époque étaient nutritives ou juste, très courageuses. L'après-midi s'étire, flasque et silencieux. Vous taillez un bout de bois sans but, juste pour ne pas regarder la boue. Arnaud dort à moitié, une main sur son épée comme si elle allait s'enfuir. Geoffroy a disparu. On le retrouve 1 heure plus tard, en train de parler au mur du château, comme s'il essayait de négocier. Il affirme que le mur lui a répondu. On le laisse tranquille. Le sergent tente d'organiser un jeu pour passer le temps. Lancer des pierres dans un casque à distance. Vous participez. Pas par envie, mais parce que rester assis à regarder votre main commencerait à devenir suspect. Vous lancez, vous ratez. La pierre touche un camarade endormi. Il se réveille en criant « À l'abordage !» avant de se rendormir. Personne ne commente. Le soir approche sans changement. Toujours pas d'attaque, toujours pas de reddition. Juste cette attente gluante, le genre qui s'infiltre dans vos os, dans vos pensées, dans vos rêves. Vous commencez à parler à votre épée. Pas à voix haute, pas encore. Mais vous la regardez plus longtemps que nécessaire. Elle ne répond pas. Heureusement. Un brouillard plus dense s'installe avec la nuit. Le feu crépite à nouveau. Maigre, mais obstiné. On partage les restes. Une soupe si claire qu'elle semble s'excuser d'être là. Dedans, une carotte, une demi-feuille de chou et une chose non identifiée que tout le monde s'accorde à ne pas questionner. Autour du feu, les histoires reprennent. Des récits de châteaux qui se sont rendus à cause d'un chien, d'une chanson ou d'un malentendu. Arnaud affirme qu'un jour, une ville entière a capitulé parce qu'un soldat avait éternué si fort qu'il l'avait pris pour un démon. Vous riez. Faiblement. Mais vous riez. Le capitaine revient. Il ne dit rien. Il s'assied. Il écoute. Il ferme les yeux un instant. Même lui semble attendre quelque chose d'indéfini. Une percée. Une offrande. Un miracle. Vous vous allongez. Le sol est dur, mais au moins il ne bouge pas. La brume s'épaissit autour de vous. Le ciel disparaît. Le monde devient ouate et silence. Et dans cette obscurité immobile, vous vous surprenez à espérer qu'il se rende demain. Pas pour la gloire, pas pour l'honneur, juste pour une soupe, une vraie. Le matin arrive sans fanfare. Pas de trompette, pas de cornes de brume. Juste le bruit discret d'un vieux soldat qui tousse dans sa barbe et le clapotement d'un rat qui traverse une flaque avec la nonchalance d'un noble en visite. Vous ouvrez les yeux, raide comme un pieu planté dans le sol, la bouche pâteuse, les rêves encore accrochés à vos paupières. Et puis, une clameur. Pas une clameur de guerre. Une rumeur étrange qui monte doucement. Un mélange de soupirs, de cris étouffés, de rires surpris. Vous vous redressez, lentement, douloureusement, et vous suivez les regards. Le château. La porte est ouverte. Pas grande ouverte, pas fracassée par une charge héroïque. Non. Juste entr'ouverte, comme si quelqu'un avait oublié de la fermer en partant faire les courses. Une lanterne pend encore à la potence, et rien ne bouge. Un éclaireur s'avance.
prudent comme un chat devant une flaque de vinaigre. Il disparaît un instant, puis revient, essoufflé, yeux écarquillés. Il lève le pouce. Ils sont partis, tous. Le silence qui suit est presque mystique. Vous faites partie des premiers à entrer. L'air est différent à l'intérieur, moins moisi, plus vide. Des pots en argile, des restes de pain, une table renversée. Rien d'hostile, juste un calme étrange, comme si les pierres elles-mêmes soupiraient de soulagement. Dans une pièce à l'arrière, vous trouvez une petite statuette en bois posée sur un autel. Elle représente un cochon ailé. Arnaud la contemple longuement. Je savais qu'il existait. Personne ne répond. On décide de le croire. La victoire est annoncée. Le sergent crie qu'on peut se reposer. Le capitaine, lui, se contente de s'asseoir dans un coin, l'air absent, comme s'il avait oublié le but initial de toute cette expédition. Vous vous promenez dans les couloirs. Vous trouvez une cuillère, en bois, joliment taillée, avec une poignée gravée d'un motif de trèfle. Elle n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, vous la glissez dans votre sac avec la solennité d'un collectionneur de trésors. Votre butin, votre preuve. Une trace de vous, ici. Fun fact. La majorité des soldats médiévaux rentraient chez eux après les campagnes avec des souvenirs modestes. Une ceinture, une pierre polie, un morceau d'armure. Les chroniques parlent de conquête, mais les soldats, eux, se souvenaient surtout de ce qui rentrait dans une poche. Le retour est lent, mais plus léger. Vous ne sentez plus autant la douleur dans vos pieds. Peut-être que l'adrénaline fait effet, ou peut-être que vous avez dépassé le stade où la douleur est une information utile. Vous ne savez pas trop. Le camp se reforme à la lisière de la forêt. Le chapelain remercie saint Olaf à voix haute, en tenant à deux mains l'orteil dans sa boîte. Il affirme que l'ennemi a fui devant la puissance divine de la relique. Personne ne proteste. Personne ne demande pourquoi l'orteil sent maintenant le bouc. Le soir, on allume un grand feu. Pas pour la guerre, pour la faim, pour le retour. Vous êtes assis entre Arnaud, qui chante à mi-voix une ballade presque triste, et Geoffroy, qui dort la bouche ouverte, tenant sa flûte cassée comme une relique de famille. Le vent est doux, le ciel est clair. Vous sentez que quelque chose se ferme, doucement. Une boucle, une page, une époque. Vous n'êtes pas devenu un héros. Vous n'avez pas gravé votre nom dans la pierre. Mais vous avez tenu. Jour après jour, pas après pas. Vous avez survécu à la faim, à la peur, au sermon et aux puces. Et demain, vous rentrez. Pas en triomphe, en silence. Comme reviennent les fantassins. Le camp est à peine endormi, et déjà l'aube s'approche d'un pas mou, d'un souffle lent. Le feu crépite encore, mais plus faiblement. Vous êtes étendu dans votre paillasse, les bras sous la tête, le regard perdu dans le toit en toile. Tout est calme. Pas de cris, pas de cloches, pas même une chanson paillarde à l'horizon. Autour de vous, les hommes dorment. Certains roulés en boule, d'autres bras et jambes en croix, comme des étoiles tombées dans la boue. Arnaud ronfle doucement. Même les puces semblent s'être mises en veille. Vous sentez le poids de la nuit, non plus comme une charge, mais comme une couverture. Une vraie. Rassurante. Lourde et tiède, malgré tout. Demain, vous rentrerez au village. Vous raconterez peut-être, ou pas. Ce ne sera pas glorieux, ni tragique. Juste une histoire de plus. Mais ce soir, vous êtes là, entier, silencieux. Et lentement, très lentement, vos paupières se ferment.